Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de l'intelligence artificielle. Évidemment, tout le monde parle de l'intelligence artificielle, mais ce qu'il faut, voilà, c'est un petit peu plus rentrer dans le détail. Évidemment, l'intelligence artificielle, c'est pas né d'hier. On se rappelle, hein, IBM a sorti l'ordinateur Watson qui avait commencé à battre les grands maîtres d'échecs. Donc c'est pas quelque chose qui vient, si vous voulez. C'est toujours la même chose quand vous regardez les cycles de création. Vous n'avez pas, boum, une création et tout qui explose ensuite. Il faut bien comprendre que en fait, vous avez besoin d'un certain cycle de développement et ensuite de maturité. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on peut quand même dire que on commence à tendre vers la maturité, ce qui fait qu'on commence à l'appliquer à tout un tas de choses. Évidemment, il y a ChatGPT qui a un petit peu fait exploser à nouveau l'idée de l'intelligence artificielle, mais on ne peut pas dire que c'est quelque chose de nouveau. Maintenant, l'utilisation que l'on va en faire, c'est là où on va disrupter un certain nombre de marchés. Vous avez Bill Gates, par exemple, qui dit tout simplement que on peut à terme avoir chacun un assistant qui va faire un certain nombre de tâches pour nous, un certain nombre de tâches du quotidien, administratives, etc. Ce qui fait que ça va nous libérer du temps et éventuellement ça va également tuer un certain nombre d'outils que l'on utilise aujourd'hui. De la même manière que cet assistant fera la commande des courses pour nous ou fera tout un tas de choses qui font que, par exemple, Bill Gates évidemment tape sur Amazon pour dire que Amazon disparaîtra et évidemment que Microsoft est bien placé pour faire ça. Mais dans l'idée, c'est bien de comprendre, si vous voulez, que c'est un processus, ça ne va pas arriver demain. De la même manière, si vous voulez, qu'en 1999, on avait tout un tas de personnes qui disaient que l'Internet allait être une révolution, et ils avaient raison. Ils avaient 10 ans d'avance globalement, parce que les valorisations, il faut bien prendre en compte la différence entre prévoir ce que va devenir un marché et donc mettre en face les valorisations de différentes sociétés sur, sur la bourse, et le temps que tout cela va mettre, hein, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et évidemment, dans ce processus-là, si vous voulez, les leaders ou les leaders que l'on croit que seront liés à l'IA pour le futur ne seront probablement peut-être pas les leaders dans 10 ans. C'est-à-dire qu'on peut se planter également sur le leader. Après, évidemment, ce qu'il faut bien se dire, c'est que on a une technologie et c'est ce qui va permettre ensuite un tout un tas de petits business, évidemment, de petites boîtes, de créer un certain nombre d'outils dérivés qui vont créer une valeur ajoutée et qui vont disrupter un marché à ce moment-là. Et quelque part, en tant qu'investisseur, c'est plus ce vers quoi on veut tendre. Et je ferai probablement une autre vidéo avec un certain nombre de ces valeurs-là qu'il faut observer. Évidemment, aujourd'hui, tout le monde ne parle que de Nvidia, parce qu'aujourd'hui, Nvidia est très bien positionné, mais je veux dire, Nvidia ne sera pas le seul acteur, il va y avoir de la compétition qui va arriver, c'est toujours la même chose, c'est le capitalisme, et donc un certain nombre de parts de marché qui seront prises. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça arrivera. Donc l'idée, c'est bien de comprendre aujourd'hui que le marché s'est focalisé sur les gros acteurs, a permis au niveau de valorisation d'extrêmement grimper à nouveau alors qu'on reste dans un monde de taux qui sont en train de remonter et donc des valorisations de valeurs de croissance normalement qu'on fait pas taper au ciel comme on les avait fait taper pendant le Covid. Mais toujours est-il, voilà, on a ce phénomène d'IA qui fait penser qu'on va avoir un surplus de chiffre d'affaires, un surplus de marge également pour ces sociétés-là. Mais après, évidemment, il faut faire attention que cette intelligence artificielle, ça ne soit pas un petit peu superficiel, dans le sens où, si vous voulez, il faut éviter de mettre la charrue avant le boule, globalement, et bien comprendre que on risque d'être déçu, si vous voulez, sur les retombées sur un certain nombre de sociétés. Encore une fois, c'est pour ça que je regarderai plus du côté des petites sociétés qui sont dans la capacité de vraiment créer une disruption, que sur les grosses qui, globalement, vont avoir en effet un surplus de chiffre d'affaires et de marge, mais justement, ça va peut-être être plus à la marge que l'on croit. Donc c'est là, voilà, où je dirais qu'il faut faire la part des choses, c'est-à-dire bien comprendre que vous avez une concentration des liquidités et des volumes, et qu'il y a encore des liquidités sur ce marché-là, et que donc on accepte aujourd'hui de payer un certain nombre de sociétés 10 fois le chiffre d'affaires, 150 fois les profits. Ça veut dire, grosso modo, si vous voulez, que vous êtes déjà en train de payer les 10 prochaines années de croissance que vous avez déjà estimées sur la fourchette haute, dans le meilleur des mondes possibles où tout se passe bien, et Nvidia continue globalement d'être le leader incontesté. Il n'y a pas plus de concurrence que ça, il n'y a pas d'augmentation de taxes, il n'y a pas de problématique avec la Chine, le truc, le machin. Bref, vous visez le monde parfait.
Et même si le monde parfait se déroule, ben, la société est déjà payée pour les 10 prochaines années. Donc la question, c'est toujours la même chose en tant qu'investisseur, c'est très bien, j'ai un boom, mais aujourd'hui, on considère à la marge, hein, à 10 ou 20% près, si vous êtes investisseur long terme, que c'est pas là où vous allez retrouver de la valeur, c'est pas là où il va y avoir de la création de valeur sur les 10 prochaines années. La création de valeur, globalement, ben, elle a déjà eu lieu sur les gros depuis le début de l'année, et ça a fait quasiment du x2. La vraie création de valeur, ça va être sur les plus petits groupes. Donc en gros, je vous ai mis quelques tableaux ici, et pour moi, ce qui m'intéresse, c'est bien de voir que cette année, si vous sortez ces valeurs technologiques qui ont cette dimension intelligence artificielle, marché a trop rien fait, donc c'est essentiellement ça qui fait performer les marchés parce que les pondérations sont très importantes. On n'oublie pas que vous avez cet aspect FOMO, donc on n'oublie pas que on n'est toujours pas en récession, c'est-à-dire tout le monde crie à la récession, etc. Mais tout le monde a encore beaucoup d'argent. Donc en fait, si vous voulez, on avait peur en 2022, tout le monde a joué à être peur, tout le monde a prévu la récession. Donc évidemment, elle n'est pas arrivée ou elle est repoussée au calendrier grec. Et ce qui nous intéresse de voir, c'est qu'il y a toujours beaucoup de pognon dans le marché, que les banques centrales, certes, sont en train de contraindre les choses, mais on est resté quand même très longtemps en taux réel négatif. Donc à ce stade-là, si vous voulez, vous avez encore énormément d'argent qui arrive sur les marchés. Et comme le marché a eu extrêmement peur, si vous voulez, bah, il a fait le tri des patates. Et même s'il y a un petit peu moins d'argent qu'avant, comme, si vous voulez, on cible beaucoup plus et on ségrègue beaucoup plus et on diversifie beaucoup moins, et ben en fait, vous avez peut-être un petit peu moins de liquidité, mais comme elles vont sur moins de titres, et ben ça crée quand même des booms assez importants. Et ça, on va le retrouver par le fait que vous avez 7 valeurs sur le S&P 500, donc les 500 plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis, mais on peut dire quasiment dans le monde aussi, puisque le marché américain représente 70% de la capitalisation boursière mondiale. Et donc vous voyez, on est revenu aux alentours des 30% avec 7 valeurs. 7 valeurs, c'est absolument énorme si vous voulez. Donc il faut bien comprendre que du coup, ça crée une illusion des indices sur les marchés, ça peut créer de la volatilité également. Imaginez si cette valeur-là deviennent un peu plus volatiles à l'avenir, on va croire que les indices boursiers sont devenus beaucoup plus volatiles également, et ça va faire beaucoup peur, mais en même temps, c'est parce que les pondérations sont tellement énormes, et ça date pas d'hier. Le Covid a accéléré les choses, mais globalement, c'est un monde de Toba qui est avant tout avec accéléré les choses. Et donc là, on paye sur cet aspect-là, les taux sont remontés, etc. Mais on paye, si vous voulez, l'aspect que ça reste des valeurs de qualité, avec une visibilité, de la trésorerie, du buyback, tout un tas de choses, si vous voulez, qui font que c'est comme si vous achetiez des obligations quasiment. Donc aujourd'hui, vous achetez des actions parmi ces 7-là, c'est presque devenu de l'obligataire, par cet aspect justement de notion défensive, même si ça reste des valeurs technologiques. Après, ce qu'il faut faire attention, évidemment, c'est la volatilité qui peut être induite, et donc bien intégrer également, même si vous faites de l'investissement via tracker, bien intégrer que les années à venir vont certainement être beaucoup plus volatiles. Ça ne veut pas dire que le marché va se retourner comme une crêpe, ça veut dire que vous pouvez avoir des zigzags assez importants et qu'il faut y être préparé pour ne pas justement que les émotions rentrent en ligne de compte au travers de votre plan. Donc ça, pour moi, c'est ce qui va être important. Bill Gates, ici vous avez le topo qui explique ce que je vous ai déjà expliqué en début de vidéo, donc je ne vais pas y revenir. Ici, on voit bien la surperformance de toutes les valeurs qui sont estampillées intelligence artificielle, mais n'oublions pas, si vous voulez, que on est encore à la marge, il faut encore voir la part de surplus de chiffre d'affaires et de marge et donc de profit que ces sociétés-là feront. On est à 4-5%, hein, donc il faut bien intégrer aujourd'hui qu'on a un certain nombre de ces valeurs-là qui ont doublé sur les 6 derniers mois. Donc il faut faire la proportion des choses. Et ensuite, j'aimerais juste conclure la vidéo par cet aspect-là. Dans les années 2000, vous aviez Sun Microsystems. Et donc, ça, c'était évidemment le leader incontesté, etc. Vous aviez du Enron et compagnie, donc les scandales arriveront, mais plus tard, mais c'est pas grave. Mais là, l'idée, si vous voulez, c'est que vous aviez le PDG qui, en gros, je vais pas vous le traduire en entier, mais en gros, expliquez bien, si vous voulez, que quand vous payez 10 fois le chiffre d'affaires, vous payez bien, si vous voulez, le fait que l'entreprise va passer les 10 prochaines années à faire un plan qui se déroule vraiment sans accroc et qu'il n'y aura pas de changements globaux, rien, pas d'augmentation de salaire, etc. Donc vous prenez vraiment la situation telle qu'elle est aujourd'hui, vous la diffusez sur les 10 prochaines années et vous vous dites qu'il n'y aura rien qui changera. Or, on a beaucoup plus de protectionnisme dans le monde, on va vers, même si la Chine et les US feront copain-copain pour la réélection de Biden, s'il y arrive,
sont tombés l'année prochaine, donc mais on voit bien que ça sera de la façade. Je veux dire, Trump avait fait la même chose, hein. Tout le monde a tapé sur Trump, mais globalement, la stratégie de Trump qui avait été de taper sur la Chine, puis de refaire copain-copain, on est en train exactement de retomber dans le même truc. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est la même chose. Ce PDG-là, il dit en gros, « What were you thinking ?» C'est à quoi vous pensiez quand vous achetiez du Sun Microsystems à 10 fois le chiffre d'affaires, à 10 fois les perspectives sur les 10 prochaines années, en gros, si ce n'est que vous étiez déjà en train de payer le meilleur des mondes possibles. Donc, quelle était votre marge par rapport au meilleur des mondes possibles? En fait, vous étiez dans un ratio gain-risque qui était complètement déproportionné, parce que si tout se passe bien, ben, la boîte est déjà valorisée dans le meilleur des scénarios possibles, hein, à la marge, 10, 20% près. Alors bien sûr, vous pouvez avoir du FOMO à court terme, mais on parle vraiment sur les 10 prochaines années. Et ensuite, si ça se passe mal, s'il y a un grain de sable, etc., ben, le risque par rapport au gain potentiel que vous prenez est disproportionné sur les 10 prochaines années. Ce qui en fait que l'investissement long terme, quelque part, d'un point de vue purement rationnel, fondamental, est déjà passé. Sur les grosses boîtes, encore une fois, hein, sur les plus petites, évidemment, il y en aura qui feront faillite, il y en aura qui auront du mal, c'est toujours la même chose, mais vous pouvez, c'est là où il y aura la disruption, c'est là où éventuellement vous pouvez avoir les baggeurs, les 10, 15, 20 baggeurs éventuels. Mais ça, il faut plonger dedans. Mais en gros, quelque part, si vous voulez, c'est bien pour vous répéter que on dit souvent hein, que l'histoire ne se répète pas, mais qu'elle bégaye. Et c'est exactement ça. C'est en gros, tout ce que je lis, tout ce que l'on lit actuellement, on a l'impression que c'était ce qu'on disait également pendant la crise 2000. Hein. N'oubliez pas que pendant les années 2000, on avait décidé de ne plus utiliser les PER, donc c'est-à-dire de vérifier la valorisation des sociétés par rapport aux bénéfices des sociétés, puisque la majorité des sociétés ne faisaient pas de profit à ce moment-là. On était sur les perspectives de chiffre d'affaires. Donc tout le monde ne faisait que investir pour développer une taille critique du business, pour aller chercher du chiffre d'affaires, en disant que les profits, on s'en occuperait plus tard, et on n'achetait que ça, que les perspectives de croissance de chiffre d'affaires. Ça vous rappelle rien, ça ? C'est exactement la même chose aujourd'hui. C'est exactement depuis des années, sauf qu'on était dans une dimension de taux bas, et donc on avait besoin que de chercher une rentabilité de 2 ou 3% lorsqu'on empruntait à 0,5 ou à 1%. Donc on avait un capital qui était alloué, si vous voulez, sur un certain nombre de projets qui n'avaient pas une rentabilité folle, voire pas du tout de rentabilité. Et on a encore beaucoup de groupes aujourd'hui qui sont pas rentables et qui ne vivent que parce qu'il y a continuellement de l'argent frais qui est là. Si on continue aujourd'hui à rentrer dans des contractions, et la vraie contraction pour moi, c'est pas le fait que les banques centrales ont augmenté les taux. Aujourd'hui, les banques centrales ont augmenté les taux, mais on reste toujours à des niveaux d'inflation qui sont au-dessus des niveaux de taux, voire au niveau des taux. Là où on passe vraiment dans un monde contraignant, c'est si les taux réels deviennent positifs, c'est-à-dire que l'inflation continue de baisser, mais qu'on maintient les taux au-dessus de l'inflation. Et là, ça sera plus contraignant que tout ce qu'on a eu et toute la peur qu'on a eue ces 2 dernières années sur la hausse et la frénésie haussière et la rapidité de hausse des taux. Donc c'est bien ça qu'il faut intégrer, si vous voulez, c'est que petit à petit, si on veut vraiment rogner sur les liquidités, c'est maintenant. C'est maintenant que ça va arriver. Toutes les hausses de taux qu'on a eues l'an dernier vont commencer à impacter l'économie. Maintenant, si on maintient les taux pour la Fed, par exemple, à du 5% et que l'inflation continue de baisser en dessous de 5 à 4, voire à 3, je ne pense pas qu'elle baissera beaucoup en dessous, en tout cas pas d'ici 2024-2025, on aura le temps de causer. Mais en gros, c'est là où ça va devenir plus contraignant. Donc c'est là où le crédit se contracte, c'est là où les investissements se contractent, c'est là où la liquidité se contracte également, et on n'a plus l'argent pour investir dans les projets les moins rentables. Et donc on va ne plus investir dans les projets les moins rentables, voire pas rentables du tout, et donc c'est ceux-là qui vont faire faillite. Et on va retomber dans le même travers que dans les années 2000, je sais plus, j'avais lu ça quelque part, il y a plusieurs mois, je l'avais déjà publié, mais en gros, on avait exactement la même chose dans les années 2000, c'est-à-dire qu'on avait tout un tas de sociétés comme ça qui ne vivaient que grâce à l'argent frais, qui avaient des valorisations comme les licornes ont eu pendant le Covid à des milliards de milliards, etc., sur la base uniquement de leur croissance, mais qui n'étaient pas du tout rentables. Et la question se pose sur leur rentabilité. Et surtout, ce qui était très important, c'est qu'à l'époque, les entreprises dépensaient énormément en marketing pour essayer d'accaparer du chiffre d'affaires.
Or, qu'est-ce qui s'est passé quand l'argent est venu à manquer? Eh ben, il a fallu couper les coûts. Donc évidemment, on a viré des salariés et on a réduit le budget pub. La problématique de ça, c'est qu'on aurait pu penser, donc, en faisant ça, en réduisant les coûts, on allait tendre vers la rentabilité, mais pas du tout. Les entreprises continuaient à perdre énormément d'argent. Pourquoi? Parce que le fait de réduire les budgets pub, eh ben, on réduisait également les chiffres d'affaires. Donc en fait, si vous voulez, on prouvait que le business model n'était pas tenable, et il n'était tenable uniquement que parce qu'on avait un marketing agressif qui permettait de générer et de dépenser quasiment, je vais exagérer, mais de dépenser quasiment 2 dollars pour obtenir 1 dollar de chiffre d'affaires. Donc on était très loin de la rentabilité. Et du coup, même quand vous dépensiez moins, c'est-à-dire moitié moins, et dans votre marketing, vous ne dépensez que 1 dollar, ben vous n'obtenez que 0,5 dollars de revenus. Donc on prouvait, si vous voulez, que le business model n'était absolument pas tenable. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Exactement la même chose. Exactement la même chose. Et évidemment, c'est pas nouveau, je ne suis pas le seul à le dire, mais ce qui arrive aujourd'hui, si vous voulez, par la contrainte des liquidités, et qui va encore plus s'amplifier ces prochains mois, il ne faut pas penser, c'est maintenant que ça va s'amplifier, et ben, c'est là où on va voir de plus en plus de sociétés nous démontrer justement qu'elles vont couper les coûts, mais être toujours dans l'incapacité de revenir proche de la rentabilité, et c'est ce qui va prouver, si vous voulez, que ces sociétés-là ne sont pas tenables. Et qui les poussera à la faillite. Et évidemment, le but, quelque part, si vous voulez, c'est de reprendre du Schumpeter, même si on est dans du Keynes à plein, mais c'est justement de réallouer le capital. Si on veut que l'économie, si vous voulez, créer des emplois et cette capacité d'avoir justement un réinvestissement et de créer de la valeur, ben, on a besoin d'arrêter de faire ce qu'on a fait ces 10 dernières années parce que les taux étaient bas, et donc de réallouer le capital sur des projets qui sont vraiment créateurs de valeur. Et donc d'arrêter de dépenser de l'argent sur justement des sociétés qui perdent ce capital-là et qui le détruisent. Donc ça, c'est quelque part, si vous voulez, c'est le point positif de toute crise. C'est justement quand les liquidités viennent à se tarir, eh ben, on a le nettoyage qui doit être fait. Mais c'est pas forcément mauvais, c'est un coup dur à passer, mais si vous voulez, c'est gommer avant tout les parasites, les mauvaises gestions, et c'est là également que quelques poteaux roses peuvent justement sortir. Donc c'est ça que je voulais vous dire globalement, et de bien comprendre que si on vient et on va relire un petit peu tout ce qui a été écrit dans les années 99-2000, ben on retrouve beaucoup de choses comme ça. Et c'est ce qui est d'autant plus intéressant, si vous voulez, c'est qu'on peut se le dire maintenant, mais on pouvait se le dire en 2019, on pouvait se le dire en 2020 avec le Covid, en 2021 encore plus, et on se le redit aujourd'hui en 2023. Ce que l'on voit actuellement, si vous voulez, c'est que on a un tel interventionnisme des banques centrales qu'on a l'impression de vivre des cycles qui sont très raccourcis, et d'avoir des bulles 2020-2021, des corrections de ces bulles 2022, moins 30, moins 50%, voire plus, moins 80% sur certaines valeurs, et puis des reprises de cycles, comme on a actuellement de manière beaucoup plus ciblée sur un certain nombre de secteurs d'activité, mais vous avez un certain nombre de valeurs, les 6 derniers mois, qui ont doublé, qui ont triplé. Donc voilà, c'est la sinusoïdale, quelque part, mais d'un autre côté, on a l'impression de vivre, moi, depuis quelques années, j'ai l'impression de vivre ce que d'autres en leur temps vivaient sur 20 ans. Donc on a tous les cycles que l'on est en train de vivre. Pourquoi? Parce qu'on vient de 30 ans de cycle de baisse des taux, et on est potentiellement à un tournant. Et c'est la volatilité de la transition. Avant de se décider si on reprend vers structurellement une japonisation, c'est-à-dire des taux bas, etc., et il faudra qu'on gère les dettes, etc., ou si on reste dans un monde où certes l'inflation va baisser, mais va rester à des niveaux plus élevés que ce qu'on avait connu précédemment, et donc là, l'argent n'est plus gratuit. Et donc ça change complètement aujourd'hui les idées de valorisation et les idées également d'un certain nombre de business sur lesquels on ne s'occupait que du chiffre d'affaires en attendant la rentabilité, et on attendait longtemps, et là potentiellement on va plus être patient du tout, et donc on va revenir à des modèles où on veut d'abord que les sociétés fassent leurs preuves avant d'injecter plus d'argent pour démultiplier à ce moment-là la croissance. Donc ça, pour moi, c'est vraiment ça qui est important. Et au-delà, donc vous voyez, on est parti dans l'intelligence artificielle.
on tire la pelote de laine, et sans pouvoir dire que ça sera exactement la même chose, c'est bien comprendre, si vous voulez, les mentalités boursières, et cette histoire de flux, cette histoire de liquidité, et c'est ça le nerf de la guerre. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux si vous pensez qu'elle peut aider à nuancer le propos pour d'autres personnes. Abonnez-vous à la chaîne, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, et j'attends de savoir ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, ou de me partager quelques autres idées éventuellement dans les commentaires, ou quelques souvenirs éventuellement, si vous avez plus de 20 ans, quelques souvenirs que vous avez de cette époque-là, et qui peuvent éventuellement rimer avec un certain nombre de choses qui se passent maintenant. Merci beaucoup, et à la prochaine vidéo. Salut les graphes.